nous allons donner la parole dans quelques minutes à Doris Châteauneuf, qui est chercheur d'établissement au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles du CIUS de la capitale nationale. Doris a une très grande expérience des travaux de recherche sur les enfants placés, sur le maintien des liens, sur les réalités de placement et d'adoption. Ce matin, elle va vous entretenir particulièrement d'une étude qui avait pour objectif de déterminer le type de milieu d'accueil le plus adéquat pour chaque enfant placé. Donc, toute une réflexion sur comment les intervenants orientent leurs décisions. Alors, Doris, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. La présentation que je vais faire aujourd'hui porte sur le processus décisionnel en contexte de placement. C'est un projet qui a été financé par le CRSH, puis c'est un projet aussi qui a été mené en collaboration avec Geneviève Pagé et Marie-André Poirier. Donc, à la base, l'objectif du projet, c'était de mieux comprendre les mécanismes de prise de décision dans un contexte où l'intervenant doit décider du milieu de placement familial pour un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Donc, par milieu de placement familial, on entend famille d'accueil régulière, famille d'accueil de proximité, famille d'accueil banque mixte. Donc, je vais revenir brièvement tantôt sur les définitions de chacun des types de familles. Ce qui nous intéressait, dans le fond, dans ce projet-là, c'était de voir comment l'intervenant décide par exemple, de placer un enfant dans une famille d'accueil banque mixte versus une famille d'accueil de proximité ou une famille d'accueil régulière. C'est de voir aussi c'est quoi les ressources, les outils puis les instances qui sont en place et qui que l'intervenant va utiliser pour en arriver finalement à sa décision. La question plus spécifique qui est au centre de la présentation aujourd'hui, c'est quels sont les facteurs considérés et priorisés par les intervenants dans le processus décisionnel menant au choix du type de famille d'accueil. Donc, au niveau des paramètres établis, l'étude ciblait les enfants âgés entre 0 et 5 ans, je l'ai dit tantôt, placés aussi dans le cadre d'un placement planifié. Donc, on ne parle pas ici de placement d'urgence, mais bien de placement planifié et des situations qui impliquaient un choix entre une famille d'accueil régulière de proximité et banque mixte. Ça n'incluait pas les centres de réadaptation ou les foyers de groupe. De toute façon, c'est des ressources qui sont quand même rarement utilisées là, pour les jeunes enfants. Donc, au niveau contextuel, peut-être vous rappeler brièvement quels sont les 3 types de milieux d'accueil qu'on a au Québec. Il y a des milieux d'accueil familial. Donc, on a la famille d'accueil régulière qui accueille des enfants avec des profils très variables en termes d'âge, en termes de durée ou de type de placement, en termes aussi de problématiques. On a les familles d'accueil de proximité. Donc, la famille d'accueil de proximité accueille un enfant souvent qui provient de la famille élargie ou de l'entourage immédiat. On pense là, principalement aux grands-parents, mais ça peut aussi être les oncles, les tantes ou même des amis de la famille. Et on a finalement la famille d'accueil banque mixte, qui est une famille d'accueil à vocation adoptive qui accueille de jeunes enfants, généralement des enfants âgés entre 0 et 2 ans qui vont être considérés à haut risque d'abandon. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers là, avec la protection de la jeunesse, le placement planifié est généralement pris en charge par l'intervenant qui est assigné au suivi de l'enfant, donc l'intervenant à l'application des mesures. C'est un type de placement aussi qui va impliquer un travail de concertation entre l'intervenant, le chef d'équipe et le réviseur. Et c'est aussi un processus là, qui ultimement va se faire en collaboration avec le service des ressources. Donc, à l'intérieur des CIS et CIUS, il y a tout le temps un service des ressources qui est au courant un peu là, des familles d'accueil qui sont disponibles. Ils vont connaître aussi le profil des familles. Donc, c'est le service des ressources qui coordonne en partie là, le processus de pairage entre l'enfant et le milieu d'accueil. Avant de présenter là, le cadre de notre étude comme tel, je vais juste donner quelques pistes là, sur ce que nous dit la littérature scientifique sur les facteurs qui interviennent dans la décision de placer un enfant. Donc, au niveau là, des facteurs qui sont ciblés, les auteurs qui ont fait des recherches sur le sujet ciblent généralement les facteurs en fonction de 4 grandes familles de facteurs. Donc, les facteurs liés à la situation de l'enfant et de sa famille, les facteurs qui vont être plus en lien avec l'intervenant, les facteurs liés à l'organisation et les facteurs liés au contexte social ou politique. Donc, c'est des facteurs qui ne sont pas directement liés au choix du milieu d'accueil, parce que la littérature sur le sujet est quand même assez minime là, quand on tombe là, dans plus précisément dans le choix du milieu d'accueil, mais c'est quand même une littérature qui nous informe là, sur le processus décisionnel en amont du choix du milieu d'accueil. Donc, sur le plan de la situation de l'enfant et de sa famille,
l'appartenance ethnique et le statut socio-économique seraient des facteurs liés à la décision de placement. Par contre, les résultats des études sont variables, c'est-à-dire que selon certaines études, c'est en effet un facteur influent, tandis que d'autres arrivent à des résultats peut-être un peu plus mitigés. Ensuite, la position du parent ou du jeune en lien avec la décision de placement, c'est-à-dire le fait que le jeune ou le parent soit d'accord ou non avec le placement influencerait la décision du retrait. Là aussi, c'est des variables pour lesquelles là, les résultats varient d'une étude à l'autre. Par contre, il y a quand même un certain consensus là, sur le fait que les risques liés à la famille et les caractéristiques des parents ou des enfants vont être des facteurs qui vont influencer la décision liée au placement. Ensuite, sur le plan contextuel, les valeurs sociales, les balises légales, les politiques aussi qui sont différentes d'un contexte à l'autre, comme par exemple d'un pays à l'autre, influenceraient la décision liée au placement. Si on regarde maintenant au niveau des caractéristiques des intervenants, il y a plusieurs études qui se sont intéressées au rôle que va jouer l'intervenant dans la décision de placement. Donc, des études qui soulignent que l'expérience et l'ancienneté des intervenants, mais aussi leur attitude à l'égard du placement et leur perception du risque influenceraient la décision liée au retrait au placement. Et finalement, pour ce qui est des facteurs organisationnels, comme l'accessibilité aux services, les délais accordés, les ressources en place, mais aussi la charge de travail. Donc, ce seraient différents éléments qui auraient une influence sur la décision de placer ou non un enfant. Puis on se penche maintenant sur un aspect plus spécifique du processus de placement, c'est-à-dire sur le processus lié au choix du milieu de placement. Donc, on se rapproche un peu plus du sujet de notre étude. Certains auteurs constatent que c'est un processus complexe qui exige de considérer simultanément plusieurs acteurs, mais aussi plusieurs normes, et un processus qui implique aussi différents enjeux. Donc, les auteurs des deux études citées montrent que c'est une procédure qui implique beaucoup de compromis, beaucoup d'incertitudes aussi pour les intervenants qui sont impliqués dans ce type de processus décisionnel. C'est une procédure qui est influencée par des enjeux organisationnels comme les délais, la disponibilité des ressources, les informations disponibles aussi sur la situation de l'enfant et de sa famille. Donc, finalement, les résultats qu'amènent les auteurs montrent aussi que le jumelage dans la pratique est souvent plus pragmatique que systématique. C'est les termes que les auteurs emploient. C'est-à-dire que les intervenants vont faire ce qu'ils peuvent en fonction des besoins de l'enfant, mais en fonction aussi des ressources qui sont disponibles et du contexte général. Donc, dans le cadre de l'étude que nous, on a menée, on a privilégié deux approches sur le plan méthodologique. Donc, on avait un premier volet qui était plus axé sur l'étude documentaire dans les 3 centres jeunesse concernés. Donc, on a fait l'analyse de toute la documentation, des instances, des procédures qui étaient en lien avec le processus décisionnel lié au placement ou en lien de près ou de loin avec la décision liée au placement. Puis, on a ensuite procédé dans un deuxième volet à des entrevues qualitatives. Aujourd'hui, les résultats qu'on vous présente sont issus du volet qualitatif, donc des entretiens qui ont été menés auprès d'intervenants sociaux. Au total, c'est 39 entrevues semi-directives qui ont été réalisées auprès d'intervenants en protection de la jeunesse qui travaillent dans le service de l'application des mesures. Les entrevues ont été faites dans 3 régions de la province, donc à Québec, à Montréal et en Outaouais. Dans un deuxième temps, on a procédé à la retranscription intégrale de toutes les entrevues. On a procédé par analyse thématique en utilisant aussi parallèlement le logiciel NVivo. Donc, si on regarde plus en détail les sujets qui ont été abordés dans les entretiens, les entrevues avec les intervenants étaient divisées en 3 sections. Donc, on avait une première partie qui portait sur les mécanismes et procédures entourant le placement, une deuxième partie qui était sur les facteurs considérés pour le choix du milieu de placement, puis une troisième partie où là, on abordait les ressources utilisées par les intervenants dans les décisions en lien avec le placement et le choix de la famille d'accueil. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, on a mis l'accent sur les résultats de la deuxième section, donc sur les résultats qui portent sur les facteurs considérés pour le choix du milieu d'accueil. Au niveau de la composition de notre échantillon, il fallait s'y attendre, c'était principalement des femmes, âgées pour la plupart entre 35 et 46 ans. On avait aussi quand même un bassin assez important âgé entre 26 et 35 ans. La majorité avait une formation universitaire, donc principalement un baccalauréat, et près du 3/4 des répondantes cumulaient plus de 10 ans d'expérience en tant que travailleuse sociale. Au niveau des régions, le nombre de participants était semblable dans les 3 régions qui ont été impliquées dans la recherche. Donc, au niveau des résultats, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé à l'intérieur de 6 grandes catégories
l'ensemble de tous les facteurs mentionnés par les intervenants. Je vais les énumérer rapidement, puis je vais revenir après là, dans les diapos suivantes pour expliquer plus en détail le contenu de chacune des grandes catégories. Donc, on avait les contraintes administratives, les aspects législatifs, les caractéristiques des enfants, les caractéristiques des milieux d'accueil, les caractéristiques des parents, ici on parle des parents d'origine, et l'historique familial et les caractéristiques de la famille d'origine. Donc, les facteurs de nature administrative concernent deux sous-catégories, soit la pénurie de ressources et la situation géographique du milieu d'accueil. Quand on parle de pénurie de ressources, on réfère à la rareté des familles d'accueil. En fait, c'était le facteur spécifique qui a été le plus souvent mentionné par les intervenants. Et il y a aussi toute la question de la distance ou de la proximité géographique qui réfère à l'emplacement géographique du milieu d'accueil. Donc, au fait que les intervenants essaient, dans la mesure du possible, de placer l'enfant dans un milieu familial pas trop éloigné géographiquement de leur famille d'origine. Donc, à titre indicatif, là, vous allez voir dans les diapos suivantes le chiffre, là, le nombre qui est en parenthèse, ça réfère au nombre d'intervenants qui ont mentionné la dimension ou le facteur en question. Et on se rappelle que c'était sur un total de 39. Donc, la pénurie de ressources et l'enjeu de la distance géographique, ce sont deux facteurs de nature administrative, mais qui influencent en deux temps. Si on veut, ça va influencer le choix du type de milieu d'accueil, donc famille d'accueil régulière, de proximité ou banque mixte, mais ça finit aussi par influencer le choix de la famille elle-même. Donc, il y a comme deux niveaux d'influence. Ensuite, on retrouve comme deuxième grand facteur les aspects législatifs qui sont principalement en lien avec la loi de la protection de la jeunesse. Donc, ici, les intervenants réfèrent à deux éléments plus spécifiques de la LPJ, soit les durées maximales de placement qui vont varier selon l'âge de l'enfant, puis aussi à l'obligation de prioriser le placement en famille d'accueil de proximité lorsque c'est possible, dans le sens où la loi demande aux intervenants de considérer en priorité le réseau de l'enfant comme milieu de placement avant toute autre ressource. On retrouve également dans les facteurs soulevés par les intervenants toute la grande catégorie des caractéristiques de l'enfant, donc tout ce qui concerne les besoins, le bien-être, l'intérêt de l'enfant, ce qui concerne aussi les besoins spécifiques de certains enfants sur le plan émotionnel, physique ou psychologique. Et on parle aussi là, dans le grand facteur des caractéristiques de l'enfant, tout ce qui concerne son âge et ses stades de développement. Donc, si on combine les trois sous-catégories, c'était les caractéristiques de l'enfant, c'était le facteur général là, qui était le plus important. L'autre grand facteur considéré par les intervenants, c'est les spécificités caractéristiques des milieux d'accueil. Donc, est-ce que la famille ciblée est capable de répondre aux besoins de l'enfant? Est-ce qu'elle est capable de collaborer aussi avec les services sociaux, mais aussi avec les parents d'origine, considérant qu'il y a quand même des liens entre les deux qui se font à travers les contacts ou les visites? Est-ce qu'elle est disponible à s'engager à long terme aux besoins? Donc, c'est une considération fréquente là, qui va être assez importante dans les cas de placement chez les 0-5 ans où, par exemple, l'intervenant a des doutes sur les possibilités de retour dans le milieu familial d'origine. Les intervenants vont aussi regarder les caractéristiques des parents d'origine, donc le niveau de collaboration, d'implication du parent, sa reconnaissance aussi des problématiques vécues. C'est un facteur qui réfère aussi à la capacité des parents à se mobiliser, à se mettre en action. Les intervenants vont aussi soulever l'importance d'évaluer les capacités et les habiletés parentales des parents. Ce que disent les intervenants en lien avec ce facteur-là, finalement, c'est que souvent, les caractéristiques du parent vont donner quand même des indices sur la capacité du parent à se reprendre en main et à retrouver la garde de l'enfant à l'intérieur des délais fixés. Donc, c'est quelque chose qui va intervenir dans le choix du milieu d'accueil, dans le sens où l'intervenant ne va pas nécessairement aller vers le même type de famille d'accueil si c'est un placement à court terme que si c'est un placement qui est déjà envisagé à plus long terme. Finalement, comme sixième grand facteur, on retrouve là, tout ce qui concerne l'historique familial, donc l'histoire de placement à l'intérieur de la famille. Est-ce que c'est une famille qui est déjà connue des services? Par exemple, si d'autres enfants à l'intérieur de la famille sont déjà placés, les intervenants vont peut-être privilégier le placement en famille d'accueil banque mixte pour le petit frère ou la petite sœur. Donc, c'était le dernier grand facteur. Une fois qu'on a fait ressortir les différents facteurs, ce qui est intéressant de voir aussi dans un deuxième temps, c'est de voir comment les facteurs interagissent les uns avec les autres, de voir aussi comment les intervenants vont dresser des liens entre les facteurs mentionnés, parce que ce qu'on constate finalement, c'est que oui, l'énumération des facteurs est importante, je pense, pour dresser un portrait, mais au-delà de la quantité ou de l'énumération des facteurs, les intervenants vont inévitablement en prioriser certains
selon le contexte, puis selon les enjeux aussi qui sont rencontrés. Donc, dans les préoccupations cliniques des intervenants, les besoins des enfants arrivent là, clairement en priorité. C'est comme un peu le point de départ de la réflexion. Donc, le fait de tendre vers un placement en famille d'accueil régulière, en famille d'accueil de proximité ou en famille banque mixte, ça va dépendre des besoins de l'enfant, donc de son âge, du niveau d'intensité de service qu'il requiert, de ses problématiques. Et ensuite, les intervenants vont s'interroger sur les caractéristiques du milieu d'accueil, sur l'historique familial, sur les caractéristiques des parents. Donc, est-ce que, par exemple, la grand-mère est capable de s'occuper d'un jeune enfant avec des besoins particuliers? Si on envisage un placement à plus long terme, est-ce que la famille d'accueil est prête à s'engager? Si les relations, par exemple, sont tendues entre le parent et la famille d'accueil de proximité qui a été ciblée, bien, les intervenants vont peut-être décider de se tourner vers un autre type de ressources. Même chose aussi, si les parents ont un historique plus lourd dans les services de protection, bien, il y a une possibilité d'envisager peut-être plus rapidement le placement en banque mixte. Donc, ce sont tous des éléments qui sont mis en parallèle avec les besoins de l'enfant. Donc, jusqu'ici, on pourrait dire qu'on a un processus qui est théorique, si on veut, ou en tout cas qui nous dit la façon de faire qui serait idéale. Mais on arrive au bout de la réflexion avec des facteurs qui agissent en quelque sorte comme une contrainte ou en tout cas qui viennent baliser le processus. Donc, des facteurs qui vont visiblement exercer une pression sur la réflexion clinique de l'intervenant. Il y a la question des aspects législatifs, donc on l'a mentionné tantôt, les durées maximales de placement, puis aussi l'obligation de favoriser la famille d'accueil de proximité. Et toute la question de la pénurie des ressources là, qui provoque clairement un manque d'options pour les intervenants et qui est nommé quand même à plusieurs reprises. On pourrait même dire que les contraintes exercent aussi presque une pression l'une sur l'autre dans la mesure où la pénurie de ressources fait en sorte, ou en tout cas peut faire en sorte dans certains contextes ou dans certaines régions, dépendamment de la disponibilité des ressources, mais peut faire en sorte que l'intervenant subit en quelque sorte une pression pour trouver une FAP ou pour placer l'enfant dans son réseau familial. Donc, c'est quelque chose qui a été mentionné dans les entrevues, mais qui n'a pas été nécessairement vérifié là, sur le plan provincial, mais on peut penser que ces deux aspects-là sont liés, même les deux, un et l'autre. Donc, en conclusion, ce qui est constaté, c'est que la décision sur le type de famille d'accueil s'inscrit à l'intérieur d'un processus multifactoriel. En fait, les intervenants qui ont été interrogés parlent rarement d'un seul facteur. Souvent, ça va être plusieurs facteurs placés à des endroits différents qui ont des interactions différentes les uns avec les autres. On note aussi là, deux considérations qui sont transversales et qui touchent de près ou de loin les différents facteurs considérés par les intervenants pour choisir le type de famille d'accueil. Donc, il y a toute la question du projet de vie de l'enfant. Qu'est-ce qu'on envisage pour cet enfant-là à plus ou moins long terme? Donc, c'est une réflexion qui vient généralement de pair avec la recherche de stabilité, la nécessité de trouver un milieu d'accueil qui va assurer une stabilité à l'enfant. Donc, on pourrait dire que c'est deux préoccupations qui sont en quelque sorte omniprésentes dans le processus décisionnel ou dans la réflexion qui entoure le choix du milieu d'accueil. Et c'est aussi des préoccupations qui exigent à l'intervenant de se prononcer sur le devenir de l'enfant sous pronostic de retour aussi dans le milieu d'origine. Donc, finalement, on fait aussi le constat que la pénurie des ressources est déterminante pour le placement des enfants. C'est impossible d'en faire abstraction. Ça fait en sorte que la réponse optimale aux besoins et à l'intérêt de l'enfant devient un idéal, pas toujours, mais quand même parfois difficile à atteindre. Il semble quand même y avoir un fossé entre ce qui est considéré le plus adéquat pour l'enfant et ce qui est possible de lui offrir comme milieu d'accueil. Voilà, ça met un terme à ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Donc, dans le fond, Rosita va nous faire une présentation sur la démarche de clarification de projet de vie alternatif à la réunification, un processus de négociation. Rosita est étudiante, candidate au doctorat et chargée de cours à l'École de travail social. En fait, Rosita a déposé sa thèse dans le courant de l'été. Félicitations. Alors, c'est en primeur que vous allez avoir accès ce matin à certains des résultats de sa thèse.
Donc, Rosita participe là, à de nombreux projets de recherche avec des collaborateurs de l'équipe, mais aussi dans d'autres contextes qui participent là, un peu à sa compréhension des systèmes de protection et de ses nombreux enjeux. Merci pour ta présentation, Marie-André. Donc, ma présentation, en fait, se base sur le résultat de ma thèse, une thèse qui était, en fait, sous la direction de Chantal Lavelle et aussi de Marie-André Poirier. Pour cette présentation, je veux me concentrer, en fait, sur aussi les processus de prise de décision, mais dans un contexte plus précis, que c'est la démarche de clarification d'un projet de vie et le choix de milieu de placement alternatif à la réunification, mais c'est vraiment dans une optique à long terme. Avant de vous présenter en fait les objectifs de ma thèse, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte qui vont clarifier aussi mes choix. Donc d'abord, qu'est-ce que nous dit la littérature sur les processus de prise de décision? Donc la plupart des temps, la littérature se centre sur des situations en fait de décision liées à une situation d'urgence. Par exemple, la rétention ou pas du signalement, l'évaluation, aussi les placements d'urgence. La littérature se centre aussi sur les prises de décision plutôt individuelles, toujours dans une optique en fait de contrôler la discrétion professionnelle qui est conçue par plusieurs auteurs comme une source d'erreur, puis aussi dans une optique de gestion des risques associés à ces processus. Donc, il y a beaucoup de modèles, on ne va pas nécessairement aborder les modèles dans cette présentation. C'est des modèles d'inspiration écologique qui essaient de parler de la complexité de ces processus, mais toujours en fait de mettant au centre l'individu et en essayant en fait de dégager les différents facteurs qui vont avoir une influence sur ces processus individuels. Mais là, pour être honnête, en fait, en donnant un peu de pouce à la présentation de Doris, on ne parle pas nécessairement du dynamisme parmi tous ces différents facteurs. Puis, un autre aspect soulevé aussi de la littérature, c'est le caractère contextuel de la prise de décision. Le deuxième élément de contexte que je voulais aussi aborder avec vous, c'est un peu le processus clinique en protection de la jeunesse ici au Québec, mais aussi par rapport en fait à toutes les décisions reliées au placement. Donc, Doris nous avait parlé en fait de sa présentation de comment, en fait, dans ces contextes, on doit toujours dépister les risques d'instabilité ou de discontinuité pour l'enfant. Donc, il y a des moments où on décide de placer un enfant. Puis, toujours, surtout après les modifications de la loi 2007, on doit le faire dans l'optique, en fait, de les placements comme vraiment une décision exceptionnelle. On va toujours privilégier les maintiens de l'enfant dans son milieu familial. Mais dans mon cas, je ne m'intéresse pas nécessairement au placement, soit placement en fait d'urgence ou les placements planifiés, qui c'est vraiment dans une optique toujours de retour d'un enfant chez lui. Je m'intéresse plutôt dans des cas qu'on peut regarder en fait dans les côtés droits de cette slide, où effectivement on voit qu'il a un profil franchement sombre de retour de cet enfant. Donc, c'est là que les intervenants sont appelés à clarifier les projets de vie de l'enfant, puis à décider aussi sur les projets de vie alternatifs à la réunification. Troisième élément de contexte, mais on va passer très vite, c'est la loi de protection de la jeunesse, qui c'est un cadre important qui structure la pratique, qui structure les processus décisionnels d'une façon très importante ici au Québec. Donc, comme je le disais, la loi de protection de la jeunesse, c'est une cadre qui privilégie la préservation familiale. Donc, le placement est toujours vu comme une mesure d'exception. Mais quand l'enfant est placé, c'est aussi partie des aspects introduits aux modifications en 2007, c'est on établit une durée maximale de placement. Et dans cette durée maximale de placement, il faut décider du projet de vie de l'enfant, en fait, à long terme. Donc, on a des dates précises pour décider ces projets, parce que comme ça, on évite en fait que les enfants prennent trop longtemps dans le système. Donc, tous ces aspects de contexte nous permettent de distinguer deux moments différents dans le placement. Donc, les placements d'urgence ou les placements planifiés, qui a en fait, oui, on a toujours en fait un choix de milieu, que ici au Québec, c'est la plupart du temps, c'est la famille de proximité qui va être privilégiée.
mais toujours dans une optique de réunification. Puis, on a, dans la clarification d'un projet de vie, quand on voit qu'il a un profil qui est sombre, on a un autre type de placement qui c'est vraiment les choix de monsieur des placements, mais à long terme. C'est finalement les projets de vie à privilégier alternatives à la réunification pour cet enfant. Ce choix de permanence est toujours dans une optique, comme je l'ai dit, à long terme pour assurer la stabilité et la continuité des soins aux enfants. Donc, maintenant, on rentre au vif finalement de ma thèse. Donc, ma thèse s'est intéressée, mon projet s'est intéressé au processus décisionnel, comprendre les processus décisionnels autour de la clarification d'un projet de vie pour l'enfant et aussi au choix de milieu de permanence alternative à la réunification. Comme les projets de Doris, je m'intéressais aussi aux enfants de 0 à 5 ans. Pourquoi s'intéresser aux enfants de 0 à 5 ans? Dans mon cas, je m'intéressais parce qu'en fait, on sait que c'est une étape critique dans la vie. D'autre part, parce que je voulais quand même aborder l'adoption aussi comme choix. Puis, on sait que l'adoption, ce n'est pas nécessairement une option qui va être envisagée pour les enfants plus âgés ici au Québec. Puis, en troisième, en fait, justification pour effectivement aborder les 0 à 5 ans, c'était parce qu'en fait, les enfants 0 à 5 ans qui sont placés au moins des possibilités d'être réunifiés avec leur famille. Donc, on avait parlé aussi dans les éléments de contexte, en fait, plusieurs éléments qui renvoient plutôt aux aspects structurels qui vont structurer la pratique, les contextes aussi, l'organisation. On avait aussi nommé, par exemple, et Doris aussi a nommé d'autres facteurs, par exemple, la discussion professionnelle, les caractéristiques de l'intervenant. Donc, je me disais, comment on peut faire, en fait, pour rendre compte de tous ces dynamismes et toutes ces complexités du processus. Donc, j'avais décidé, pour ma thèse, en fait, de m'inspirer de la théorie de structuration des guidances qui vient effectivement essayer de jumeler, puis nous laisse en fait cette place pour mieux comprendre la dynamique entre tous les aspects structuraux et puis l'acteur. Mais après, je me suis dit, il faut quand même, en fait, comment on va effectivement concrétiser cette théorie dans la pratique. Donc, c'est là que j'ai bonifié ces choix avec la ethnométhodologie. La ethnométhodologie nous permettait de regarder en fait comment cette dualité entre l'acteur et la structure se concrétise dans la pratique, notamment dans les routines organisationnelles. C'est pour ça que j'ai décidé plutôt d'analyser en fait les routines organisationnelles comme partie en fait importante pour ma thèse. Pour cela, j'ai fait des observations pendant 9 mois dans 2 équipes enfance ici à Montréal. Puis aussi, j'ai fait des entrevues aux acteurs clés pour un total de 16 entrevues. Alors, on passe au constat, au résultat de ma thèse. D'abord, et avant tout, c'est important de savoir en fait que les 2 décisions que j'ai voulu aborder, les décisions autour en fait de la clarification d'un projet de vie et le choix de milieu, c'est des décisions qui sont indissociables. Comme deuxième constat, je peux dire que ces processus se réalisent vraiment grâce à ces routines. J'avais finalement cette hypothèse, mais j'ai pu finalement contraster ça avec la pratique. Et j'ai pu témoigner de comment finalement les aspects organisationnels et structurels plus en fait larges sont toujours actualisés en fait par les acteurs dans leurs interactions. Mais aussi, à quel point en fait, pour que ces processus aient lieu, c'est important aussi de tenir compte de la marge des manœuvres des acteurs. Parce que c'est eux qui décident finalement de collaborer, de partager des informations et de partager la responsabilité autour du processus de prise de décision. Donc, le comité avisseur, c'est la routine que j'ai décidé d'observer. Pourquoi j'ai décidé en fait d'observer les comités avisseurs? Parce que c'est l'espace institutionnalisé pour la prise de décision collective et en même temps, c'est une routine qui nous permet aussi de rendre compte d'autres routines autour en fait de ces mêmes processus de prise de décision. Donc, j'ai pu dégager dans les comités avisseurs 9 moments où on va aborder tous les facteurs en fait que Doris vient de nommer. Dans ces moments, on va effectivement aborder les facteurs qui sont reliés à la situation de la famille, la situation de l'enfant. On va aborder d'autres facteurs aussi
qui sont plutôt reliées en fait à la loi, mais aussi à ce qui était ordonné par les tribunaux. On va toujours en fait penser ces décisions dans une optique de besoin de l'enfant, mais aussi dans ces partages, dans ces comités, on a aussi un moment qui est un moment de discussion où tous les acteurs qui sont présents vont interagir pour faire sens de l'information qui est partagée, mais aussi vont délibérer. Alors, ils vont décider sur l'orientation à donner à cette situation. Puis, il y a un autre moment où les gens vont préparer la suite. Après, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait après avec cet enfant? Donc, il y a des recommandations qui se font, mais aussi il y a une partie qui est pour préparer l'audience. Pourquoi c'est vraiment important dans ces cas de préparer l'audience? Car effectivement, ce n'est pas la protection de la jeunesse qui décide sur les projets de vie de l'enfant, c'est les juges qui décident sur les projets de vie de l'enfant. Alors, ici, on décide plutôt sur la recommandation qu'on va donner aux juges. Notre constat de cette étude, c'est qu'effectivement, il y a une hiérarchisation des différents milieux d'accueil. Donc, comme pour les autres cas en fait du placement, on va toujours privilégier la famille, en fait la famille de proximité. Donc, mais il y a des fois en fait qu'il n'y a pas de personnes qui veulent s'engager à long terme avec l'enfant, ou par exemple que la famille de proximité n'était pas nécessairement évaluée comme recommandée comme famille d'accueil. Dans ces cas, on doit passer en fait un deuxième choix. Et dans ces cas, la plupart du temps, on va, surtout parce que dans notre cas, on va les plus petits, 0 à 5, on va penser à la famille d'un mix, qui c'est des familles, comme Doris avait expliqué, à vocation adoptive. Ces familles sont considérées aussi comme une très, très bonne option, car ces familles ont vraiment la capacité de s'engager à long terme. Ils ont aussi la capacité d'investir l'enfant comme si c'était leur propre enfant. C'est des familles qui ont plus de ressources, mais on peut aussi témoigner dans cette dynamique qu'il a un accès limité à ce type de ressources qui sont reliées au BALIS, qui est l'équipe adoption a mis en place pour s'assurer que tous les enfants, en fait, on va envisager cette option, c'est des enfants, en fait, qui peuvent être adoptés. Puis, une autre, en fait, contrainte aussi qui limite l'accès à la vague mixte, c'est le fait, en fait, qu'on est soumis comme, en fait, des acteurs, les noms comme ça, en système d'offres et de demandes. Donc, il y a beaucoup de postulantes en bac mixte qui ne souhaitent pas, en fait, s'occuper des enfants de plus de 5 ans ou des enfants qui ont des problématiques plus complexes. Puis, comme troisième option, on a la famille d'accueil régulier. Dans ces cas, c'est toujours, en fait, vu de l'optique de dernier recours. D'abord, en fait, parce qu'il y a vraiment une pénurie de familles d'accueil, donc c'est des ressources qu'on utilise la plupart du temps libérées pour les placements d'urgence, les placements planifiés, mais aussi car, en fait, on ne voit pas nécessairement que ces familles veulent s'engager à long terme. Et puis, une troisième justification qu'on voyait dans la dynamique de la discussion, c'était le fait que de penser un projet de vie à long terme dans une famille d'accueil régulier avait aussi ce problème, en fait, que l'enfant restait finalement, ou devrait rester jusqu'à sa majorité dans le système, ce qui pour, en fait, les acteurs, les différents acteurs, n'était pas nécessairement idéal. Un autre constat de cette étude, c'est bien évidemment que ce processus est collectif. Oui, c'est sûr, on peut se dire, en fait, que comme c'était un comité à mission, c'est collectif, mais ce n'est pas seulement l'effet que s'agissait, en fait, d'une rencontre, de discussion. C'est le fait que ces comités nous permettaient aussi de regarder comment tous les différents acteurs, ils avaient un rôle à jouer dans ces processus. Même si le réviseur était la personne décisionnelle, on voyait comment les intervenants, les consultants, les personnes de ressources d'adoption, les personnes de ressources des familles d'accueil, mais aussi les personnes en fait qui faisaient l'évaluation des milieux d'accueil, l'évaluation par exemple des capacités parentales aussi, jouaient un rôle dans ces processus. Alors, c'est important de soulever l'importance de la collaboration et de la négociation, mais aussi de comprendre que tous ces processus aussi, c'est fait dans un contexte organisationnel complexe où il y a aussi des enjeux de pouvoir qui sont importants à tenir compte.
Et ça nous mène en fait au notre constat que c'est la complexité de ces processus. Donc, c'est un processus, comme Doris aussi avait expliqué, qu'il a beaucoup de référentiels différents. Puis, beaucoup des éléments qui sont sous-jacents à ces processus et qui vont structurer les processus d'une façon très présente. Mais ce qui est curieux, en fait, c'est que même ces éléments sous-jacents sont partagés, chaque acteur va interpréter de façon différente ces éléments. Alors, c'est toujours important de tenir compte que dans cette dynamique, il y a des traductions et des négociations qui se font quotidiennement. Et puis, tous ces éléments s'utilisent aussi pour légitimer et pour donner un sens à la pratique. Si on veut aborder de façon plus approfondie la complexité de ces processus, je vais plutôt en fait m'attarder à deux éléments que j'ai pu regarder en fait dans ma thèse. C'est que j'ai nommé les pivots d'action et les logiques institutionnelles. Pour les pivots d'action, c'est plutôt ce que les gens nomment tout le temps dans les discussions, en fait, plutôt dans les comités d'aviseurs. Puis, c'est, on peut dire, des schémas d'interprétation de la réalité qui donnent un sens à leur pratique, qui leur permettent de se communiquer, qui permettent de légitimer leur jugement, leur position, leurs décisions, mais aussi les actions. Puis, que les personnes vont nommer de façon courante dans le processus de prise de décision. J'ai pu identifier 5. Donc, l'intérêt de l'enfant, la loi et protection de la jeunesse, les tribunaux, la DPJ et la gestion des risques. Tous ces différents pivots, on peut les situer en fait dans des niveaux différents. Donc, un niveau qui est plutôt relié aux principes, aux valeurs, qu'on peut nommer dans une dimension plutôt éthico-symbolique. Puis, en fait, dans l'autre axe, plutôt plus factuel, plus lié aux actions. Donc, pour nommer quelques caractéristiques en fait de ces pivots, je peux dire que l'intérêt de l'enfant, tel que Doris aussi avait montré dans sa présentation, est au cœur. Ici, en fait, on dirait les pivots les plus importants dans les processus de prise de décision. On va toujours, en fait, discuter sur l'intérêt de l'enfant et tous les restes des facteurs vont en fait être secondaires à son intérêt. Et même, par exemple, dans les discussions, quand il avait des désaccords, l'intérêt de l'enfant était mobilisé pour essayer de réaligner toutes les personnes présentes. Puis l'intérêt de l'enfant, en fait, si on se resserrait sur l'intérêt de l'enfant, ça permettait de s'aligner sur une posture commune pour répondre à cet intérêt. On ne va pas nommer, en fait, toutes les 5 pivots, puisqu'on n'aura pas le temps, mais seulement nommer, en fait, que le tribunal a dit PJ, c'est vraiment des choses plus factuelles qui ont plutôt une influence directe, puis que c'est plutôt des actions des personnes précises, par exemple les juges, qui ont une influence sur le processus, comme on a vu, par exemple, dans les comités aviseurs, que l'ordonnance est aussi un élément qui va être mobilisé et qui va structurer le processus, mais aussi par la suite, ça va structurer le processus parce qu'il faut quand même justifier la décision devant les juges. Un 5e élément était la gestion des risques. La gestion des risques va être toujours mobilisée dans les processus de prise de décision. On parle beaucoup de la gestion des risques en protection de la jeunesse, mais ici, c'est une gestion des risques un peu différente. Parce que ici, on va ajouter en fait une dimension plutôt temporelle de la gestion des risques, qui est plutôt la gestion des risques à long terme. Ici, on ne veut pas décider seulement, en fait, à court terme. On ne veut pas décider qu'est-ce qu'on va faire avec l'enfant pendant qu'on travaille la réunification. Ici, on veut décider qu'est-ce qu'on fait avec un enfant pour toute sa vie, au moins jusqu'à sa majorité. Alors, ça soulève en fait des défis et des difficultés aussi pour les acteurs qui doivent décider sur ces projets de vie, car effectivement, ils n'ont pas, comme ils nommaient, une boule de cristal qui les aide à prédire en fait les futurs. Un deuxième élément sous-jacent, c'était en fait des logiques institutionnelles qui coexistent, qu'on peut avoir en fait de façon transversale dans la pratique des protections, mais qui prend quand même en tenue particulier quand on parle en fait du projet de vie de permanence. Surtout quand on ne les distingue pas nécessairement en réunification.
Donc, j'ai pu identifier 3 logiques, la logique clinique, la logique juridique et la logique managériale. La logique juridique, en fait, c'est tous les principes, les normes, les règles qui vont structurer la pratique. La source de signification les plus importantes, c'est la loi de protection de la jeunesse avec toutes les prémices de la loi. Puis, en fait, elle vise finalement à appliquer ces critères de la loi de façon uniforme à tout le monde. Une deuxième logique, c'est la logique managériale ou administrative, qui c'est la modalité de gestion de l'organisation. Donc, l'organisation, quand même, la protection de la jeunesse, c'est un système qui a introduit aussi une perspective managériale, donc qui vise finalement à l'augmentation de la performance et l'efficacité, mais aussi à rendre très redevable, en fait, les personnes aussi qui travaillent dans les systèmes. Et tout, cette logique, en fait, c'est qui permet l'organisation d'être un espace opérationnel grâce à la normalisation et à la standardisation des pratiques. En troisième logique, c'est la logique clinique, qui est une logique qui est très près de l'intervention. Et puis, c'est les acteurs, en fait, qui interviennent, qui combinent des connaissances diverses, théoriques, techniques, déontologiques, disciplinaires, mais aussi leur expérience pour essayer d'adapter, en fait, l'intervention à la singularité de la situation, mais aussi à l'incertitude, en fait, de ces processus de prise de décision dont on vient de parler. Donc, la logique clinique est très, très reliée aussi à cette gestion des risques à long terme. Mais ces 3 logiques, bien qu'ils sont poreuses, ils coexistent dans les systèmes, ils rencontrent aussi des tensions. Puis, dans mon cas, dans le cas de ma thèse, j'ai pu identifier en fait des tensions entre la logique clinique et la logique managériale et la logique clinique et la logique juridique. Puis, j'ai pu aussi identifier des tensions entre ces 3 logiques. Une des premières tensions que j'ai pu identifier, c'est en fait entre la logique clinique et la logique managériale, c'est la standardisation de la pratique. Donc, les gens, en fait, ont fait état de la difficulté de naviguer dans son système, en fait, où il a beaucoup de contraintes liées à cette standardisation de la pratique qui ne laisse pas nécessairement en place flexible pour s'adapter à la singularité de chaque situation. D'autre part, ils ont aussi nommé les conditions organisationnelles. Puis les conditions organisationnelles, il y a plein d'éléments qui ont été mobilisés. Par exemple, le fait que tous ces mesures, en fait, par une quantification de la pratique, donc on va être on doit rendre des comptes plutôt, en fait, de la quantité des actions qu'on fait. Par exemple aussi la rotation professionnelle. On va aussi nommer par exemple l'espace de supervision. Par rapport aux conditions organisationnelles, les gens ont nommé par exemple les aspects administratifs et toutes les paperasses en fait, et comment cette paperasse et toutes les formulaires qu'il faut faire en fait diminuer la quantité de temps qu'on a pour intervenir auprès des familles, auprès de l'enfant. Puis et comment aussi toutes ces conditions organisationnelles ont fait la sorte qu'on passe moins de temps avec les familles, on passe moins de temps en fait à faire la clinique qui pour la plupart en fait des personnes interviewées était le cœur ôté en fait ce qu'il fallait lisser. Mais aussi, j'ai pu retrouver des tensions entre la logique clinique et la logique juridique. Par exemple, la conciliation des droits des enfants avec les droits des parents. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont fait état de la difficulté de concilier les deux, ce qui est la loi, donc parle, en fait, de la primauté des droits de parents aussi. Quelque part, parce que les parents avaient le droit, en fait, sur les enfants, donc c'est jusqu'à quel point il faut toujours penser à ça, quand des fois, on voit que ça peut avoir des impacts majeurs sur la vie de l'enfant. Note, c'est sur les choix de milieu permanent, surtout quand il s'agit de choisir, en fait, ou de confier l'enfant auprès d'une personne significative. Mais aussi, j'ai pu aussi regarder la tension entre ces 3 logiques. Ces 3 logiques, en fait, se mettaient en tension chaque fois qu'on pensait aussi
à cet aspect plus dynamique, mais aussi à l'aspect en fait de la collaboration. Donc, il avait des mandats et des buts différents de différents services qui jouaient dans ces processus de prise de décision. Par exemple, un des interviewés parle des résistances que chaque personne avait en fait, qui appartenait aux des services différents, avec des missions et des buts aussi différents. Il va aussi soulever l'effet des idéologies individuelles. Un autre répondant, par exemple, dans une comité aviseur, va faire état de, en fait, comment les gens qui évaluent, par exemple, les milieux des vies, par exemple, l'évaluation d'un FAC, doivent regarder plutôt, en fait, cette lissée on doit savoir si on va recommander ou pas ces familles comme une famille, d'abord, une famille reconnue comme famille d'accueil, mais aussi de regarder ces familles dans une optique à long terme. Puis, par exemple, pour vous donner seulement un dernier exemple, qu'est-ce qui se passe en fait avec la définition que chaque des personnes qui devraient en fait collaborer avait sur les services et sur les options ou les choix de milieu de permanence. Par exemple, pour plusieurs en fait personnes, la famille d'accueil bac mixte, c'était pas seulement des familles pour adopter un enfant, c'était aussi des familles en fait des permanences qui permettaient de donner en continuité à la vie de cet enfant, et c'est des familles qui pouvaient s'engager à long terme. Mais pour les personnes en fait de ressources adoption, c'était vraiment dans l'optique de permettre une adoption que ces familles en fait étaient ici comme un choix. Pour conclure cette présentation, je veux vous en fait retenir certains aspects. Donc d'abord, le fait que le processus décisionnel est interactif, collectif et complexe. Donc, ça vient à bonifier, mais aussi à contester ce qu'on avait d'abord, en fait, on avait abordé la littérature. Je veux aussi, en fait, retenir l'importance d'une marge de manœuvre des acteurs et de la discussion professionnelle, parce que c'est eux qui doivent jongler avec la complexité du système, que c'est un système qui n'est pas cohérent, dans le sens qu'il a plein de facteurs, en fait, qui jouent au même moment, que des fois, il a aussi, comme on a vu, en fait, des logiques qui peuvent être en tension, mais aussi en contradiction. Puis, l'importance de la collaboration pour mener à bien ce processus, mais sans oublier que le fait de collaborer, ça ne se donne pas en soi, en fait, et qu'il faut aussi donner d'espace de collaboration, mais aussi tenir compte de tensions qui viennent avec. Donc, je vous remercie.